Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après le dernier monument du printemps. Liège-Bastogne-Liège a rendu son verdict ce week-end avec les victoires en solitaire de Tadej Pogačar et de Demi Vollering. On va prendre le temps de revenir sur tout ce qui s'est passé ce dimanche avec notamment chez les hommes Paul Sexas qui est venu titiller Tadej Pogačar. Ça faisait depuis 2021 que Tadej Pogačar n'avait pas été suivi après son attaque dans la côte de la Redoute. Donc on va prendre le temps de revenir sur cette course, chez les hommes comme chez les femmes, puisque Demi Vollering a fait également un sacré numéro depuis la côte de la Redoute. On va voir ça avec nos trois chroniqueurs du jour. Mickaël pour commencer, salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Johan, salut Johan. Salut à tous. Et on complète notre équipe du jour avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. On a eu donc un Liège-Bastogne-Liège assez animé, pas forcément être évident de comprendre comment tout s'est passé, surtout en tout cas au départ, au moment où on a eu ce groupe d'une cinquantaine de coureurs qui est parti avec notamment Remco Evenepoel. Ce qui s'est passé ensuite, on a pu le voir plus concrètement à la télé, avec le groupe d'échappés qui s'est fait reprendre avant la côte de One, et puis Tadej Pogačar qui a placé une accélération stratosphérique dans la côte de la Redoute, et cette fois il a été suivi par Paul Sexas qui a fini par craquer dans la côte de la Roche au Faucon. Donc ça me mène à une question qu'on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Liège-Bastogne-Liège Johan, pour commencer, est-ce que c'est une course, une doyenne qui t'a plu? Il m'a plu le moment où il n'y avait pas la diffusion. Et il y avait le côté suspense de tout le monde s'excite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la tour est en train de se renverser, c'est super. C'est vrai que c'est toujours le truc où, c'est vrai que c'est toujours le truc où quand on n'a pas les images de ce qui se passe, on laisse l'imaginaire et tout de suite la course est beaucoup plus passionnante. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ah, c'est un scandale de pas avoir les images. Oui, bah après il y a deux groupes qui roulent quoi, c'est pas c'est pas grave hein. Mais là, il y avait quelque chose de peu excitant et de se dire ah, ça sort des schémas, il va se passer quelque chose. Une fois qu'on a repris la course, UAE qui fait son train qui écrase tout et ça écrabouille tout et Pogačar il attaque et Pogačar il part tout seul et donc Pour moi, il est pas parti tout seul dès la Redoute. Oui, après il restait quand même 20 bornes, 18 bornes quand il est tout seul. Mais en plus, il n'y a pas eu un suspense énorme sur le fait que c'est que ça c'est battre Pogačar ou pas, ça se voit qu'il a subi beaucoup plus la montée, donc je trouve qu'il y a eu un côté un peu triste pour moi sur cette édition, c'est qu'en fait, comme c'est parti très vite et que ça roulait une moyenne de fou furieux, en fait, ça a cramé tout le monde, et après le peloton était très mou jusqu'à la Redoute, enfin très mou, dans les roues des UAE. Il n'y a pas eu d'attaque d'outsider comme il y a pu y avoir sur certaines éditions, des choses qui se passent. En fait, c'est juste qu'après, il y avait un train et ça roulait. Et on attendait qu'il y ait l'attaque de Pogačar. Et après, il y a l'attaque de Pogačar. Et on attend la deuxième attaque de Pogačar. Il y a la deuxième attaque de Pogačar. Et au final, je trouvais ça très figé sur le scénario final. Là où le début de course était beaucoup plus excitant. Oui, c'est vrai que forcément, ce côté où une course qui court très vite, qui fatigue très tôt, ça laisse moins d'opportunités pour pouvoir anticiper. Même si on a un argument positif au moins, c'est le fait que il y avait moins de stress, on va dire, à l'approche de la Redoute. Il y en avait toujours quand même, évidemment un peu, mais moins que ce qu'on a pu voir par le passé. On avait des coureurs qui disaient que c'était moins compliqué de venir se placer, bien placé à l'avant du peloton. Bah, au moins, Pogačar est un ami de la sécurité, et lui, il fait tout péter très vite. Comme ça, au moins, il y a moins de risques dans les pelotons. Ah bah ça, au moins, on peut lui reconnaître ce point positif. En effet. Pour ça, la prochaine fois, faut qu'il attaque avant la Redoute, comme ça, ce point chaud, on le sécurise, y a pas de souci. Plus efficace que la chicane d'Arambert. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce Liège-Bastogne-Liège ? Complètement fou, avec un groupe de plus de 50 coureurs qui part quasiment dès le départ. Ça,
on n'est pas trop habitué à ça, et encore moins sur un monument, ou si déjà il y a allez, maximum 10 coureurs qui arrivent à s'échapper, c'est limite miraculeux. C'est vrai que ça aurait été sympa de voir cette phase de course, parce que c'est vrai que quand à un moment donné, on n'était pas passé les 4 minutes d'avance, c'est vrai que sans voir les images, on était tous intrigués, on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Que fait le peloton? C'est c'est un peu étrange ce qui s'est passé, mais bon, après, ça change un peu du scénario typique, mais bon. Après, une fois, j'ai envie de dire, entre guillemets, tout est rentré dans l'ordre concernant l'UAE. Une fois que c'est rentré, bah après, j'ai envie de dire, c'était un scénario classique pour eux. Hein. On roule fort, ce qui empêche vraiment toute tentative d'attaque pour essayer de prendre de l'avance. Et puis, Pogačar fait son numéro, même si, bon, ça a été un petit peu plus compliqué à son échelle, mais bon, le résultat est le même à l'arrivée. Oui, il a encore gagné, entre guillemets. Il allait chercher son 4e Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogačar, ce qui le place à une longueur du record d'Eddy Merckx. Il égale Alejandro Valverde et Moreno Argentine, qui était déjà par le passé à 4 succès sur Liège-Bastogne-Liège. Geoffrey, pour terminer ce tour de table introductif, toi, est-ce que tu as apprécié sur Liège-Bastogne-Liège quelle note tu pourrais mettre? Compliqué le truc, parce que oui, le début était assez dingue. C'est au point où j'étais tellement habitué à ce qu'il se passe rien que j'ai même pas suivi spécialement les infos live des premières heures. C'est juste, je faisais d'autres trucs le matin et avant d'aller manger, je me suis dit tiens, je vais jeter un coup d'œil à Yaki dans l'échappée. Je vois ce truc complètement dingue. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et bon, après ça s'est un peu tassé. Il y avait l'écart de 4 minutes qui laissait présumer qu'il pouvait se passer des choses. Après, le problème c'est quand ça a commencé à tomber et que d'un seul coup c'était à 1 minute 30, je me suis dit, bon, un Pogačar qui est en forme. Je me suis même espéré un temps à ce que ça bouge peut-être des stockeux ou un truc s'il y a encore beaucoup de temps. Je me dis, un Pogačar en forme, s'il part au pied de stockeux, la minute il peut la reprendre assez vite avec l'enchaînement de la haute levée derrière et tout ça, et revenir tout seul derrière. Parce que j'ai même un temps cru à ce que ça parte vraiment quand Wellens ça roulait très 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 fort et qu'il n'y ait plus personne derrière. Finalement, a un peu fait plaf, c'est retombé. Il n'y a pas eu d'attaque avant. L'échappée s'est fait reprendre. Le pire, c'est que ça s'est fait reprendre dans une genre d'indifférence générale. Parce que UAE a continué à rouler comme des bourrins derrière sans qu'il y ait plus de réflexion que ça. Ça a mis tout le monde KO. Du coup, Pogačar fait du Pogačar. L'image de l'écart avec Sexas devant tous les autres qui passent pour des cadets, c'était presque risible de voir une telle différence de niveau avec autant de car. Agréablement surpris quand même que Sexas tienne, vu à quel point derrière les autres paraissent ridicules devant un tel écart là-dessus, parce que c'est une chose de suivre, mais c'est une chose de suivre en faisant en balançant autant de watts que seul Pogačar sait le faire. Derrière, il n'y avait pas spécialement de doute sur le fait qu'il tiendrait pas non plus des heures et des heures. Il saute pareil dans un genre d'indifférence parce que c'est même pas une attaque, c'est Pogačar qui est devant et qui met un peu appuyé et ça suffit. Il saute au train. C'est ça en fait. Pogačar fait des écarts spectaculaires, mais il est fait de façon nulle. Il se met devant, il roule derrière, et plus personne qui suit. C'est spectaculaire dans les résultats, mais pas dans le moment où ça arrive. Ouais. Donc ça. Après, encore au moins l'attaque dans la Redoute, tu sens que eux ils sont 6ème vitesse et tout le peloton est en 4ème vitesse. Hein. Ouais, mais il part de devant sans rien faire. Oui. Je veux dire, si tu veux comparer avec des attaques débiles comme il y avait dans les années 90, au moins ça faisait de l'animation. Là, oui. Là, il n'y a pas de suspense et en plus c'est chiant à voir presque. Enfin, heureusement qu'il attaque, cela dit. Oui. Tu citais les stats, je préfère quand même voir les victoires de Pogačar à voir les victoires de Valverde.
Au moins, il s'est passé quelque chose avec Pogacar. Bah, c'est ça, ouais. Ouais, mais oui, c'est vrai que tu parlais de l'écart, j'avais vu dans la redoute, sur les 30 premières secondes après l'attaque de Pogacar, Pogacar et Sexas mettent 10 secondes au poursuivant. C'est-à-dire que ce que Pogacar et Sexas font en 30 secondes, ce qui est le Moseux, qui est le premier des autres, le fait en 40. Bon. Voilà. C'est vite parti. Là, au moins. Mais après, du coup, qu'est-ce que vous retenez particulièrement? On a pu évoquer pas mal de choses, aussi bien le fait que Pogacar gagne à nouveau, le fait que Sexas ait pu suivre ne serait-ce qu'un temps, le fait qu'on ait une échappée de 50 dès le départ, avec en plus Evenepoel dedans, le fait que ça soit super rapide, etc. S'il y a une chose pour vous à retenir qui va marquer, définir ce Liège, en tout cas aujourd'hui, ça serait quoi? Au final, je pense pas que l'échappée, c'est quelque chose qui va être retenu parce que ça a donné rien et ça a donné rien de façon relativement précoce parce que c'est pas comme si le groupe se faisait reprendre à la redoute. Oui. Enfin, le seul truc qui va rester, c'est, enfin, comme souvent avec Pogacar, c'est les stats, quoi. Une nouvelle classique qui enquillée, un nouveau record de montée dans la redoute, et voilà. Mais en termes d'émotion, franchement, pas grand-chose, parce que c'est même pas la première fois qu'il fait ça, peut-être avec un tel écart sur la redoute, mais par exemple, enfin, en grosse attaque de Pogacar, j'ai beaucoup plus en mémoire la première fois qu'il fait ça sur l'Estradé à 80 bornes de l'arrivée, quand il part tout seul et que tout le monde se regarde derrière en disant non, on le laisse faire sa course à lui. Oui, après peut-être que ça avait un côté un peu plus rare entre guillemets, vu que c'était la Bah, première. c'est ça, c'est domination un peu chiante, c'est devenu une habitude, donc même ça reste pas. Moi vraiment, je pense qu'il est resté, c'est juste les stats, quoi. On continue à compter combien il y en a et pas spécialement d'émotion à côté. Michael, toi qui aimes bien les stats aussi, est-ce que c'est ça le côté stats que tu vas retenir ou c'est autre chose de ce Liège-Bastogne-Liège? On va dire si on voit d'un côté entre guillemets international, oui, c'est ce qu'on va retenir, clairement, parce que il continue d'enquiller les monuments entre guillemets facilement. À son niveau, la question c'est limite presque quand est-ce qu'il va dépasser Merckx. On en est presque à se poser cette question-là, c'est dire. Le dépasser quoi? Sur l'ensemble des monuments, sur Liège? Sur le nombre de monuments, en général. Bah, là, il en est à 13. Il y a des chances que ça fasse 14 à la fin de l'année. Ouais. Donc les 19 de Merckx, bon, s'il continue d'en gagner 2-3 par an, bon, ça va commencer à... Il va commencer à chauffer. Et sur un côté, entre guillemets, plus français, c'est sûr que, bon, j'ai eu quand même un petit frisson quand même quand j'ai vu Sexas résister un petit peu à la redoute, parce que c'est ce qu'on pensait, et il a réussi à tenir ne serait-ce que jusqu'en haut. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais on s'est dit, waouh, quand même, il réussit à tenir, et c'est surtout l'image d'hélicoptère. Moi, limite, ce que je retiens, c'est l'image d'hélicoptère. Ils sont où les autres? Ils sont où? C'est ça limite que je vais retenir, c'est l'image. Je me dis, mais où sont les autres? Il y a un point Lidl, quand même, Skelmose, et un autre groupe derrière, il y a plus personne. C'est vraiment, moi, c'est l'instantané, c'est limite ça, c'est l'image, quoi. L'image d'hélico, quoi. Où sont les autres, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, est-ce que sur un Liège notamment, t'as souvenir d'un écart aussi vite marqué? Là, comme ça, à ce point-là, c'est vrai qu'on a déjà eu des écarts, mais à ce niveau-là, c'est surtout, en gros, il y en a deux et c'est le reste du monde, quoi. On a déjà vu des petits groupes qu'il en reste quelques-uns en haut, mais moi, à ce niveau-là, bon, après, j'ai peut-être pas une grande mémoire cycliste, mais à ce niveau-là, c'est vrai que là, ça m'a vraiment marqué, quoi. Certaines des victoires de Vollering, je me souviens plus comment ça faisait différence dans la redoute. De Van Vleuten, pardon, pas Vollering. Oui, pas Vollering. Mais après, il y a côté aussi, les féminines montent moins vite, donc c'est plus facile de faire des écarts, faut que la montée est plus longue. Ouais, et puis Van Vleuten, elle était partie, pareil, avant la prise d'antenne aussi. Elle faisait le coup dans les montées finales, mais elle était partie dans le groupe tôt aussi. Elle savait partir de très loin, très tôt, Annemiek van Vleuten. Mais c'est vrai que oui, pour la redoute, je crois que c'est les premiers poursuivants avec Skelmose en tête, je crois que ça passe à 35 secondes de Pogacar Sexas.
C'est un écart qui est Qui assez est énorme sur une montée de 4 minutes. enfin qui est même moins de 4 minutes, hein, parce que Oui, du coup, oui, c'est moins de 4 minutes. Parce que Pogacar Sexas, ils ont explosé le record de la Redoute. Hein. L'année dernière, Pogacar, il avait explosé le record en 3,58. Là, cette année, les deux loustiques, ils ont fait 3,45. Les records, ils sont battus de 4 à 4 dans la montée de la Redoute. Donc, c'est... Oui, mais plus tu vas vite, plus l'effort il est court, donc plus c'est facile. Euh, Oui, certes. Mais j'avais vu, quand Evenepoel gagne en 2023, il les fait la montée en 4 minutes 13. Donc, c'est quasiment 30 secondes plus lent. C'est pour illustrer un peu à quel point ça va de plus en plus vite, et notamment dans cette côte de la Redoute, tout en sachant que Pogacar, il a aussi battu le record de la Roche au Faucon pour lâcher Paul 28, Sexas. là. Il a fait 3 secondes de mieux qu'en 2021, où pour le coup ça avait attaqué vraiment seulement à ce moment-là de la course. Et Tim Ouellet, il a peut-être fait le record du col de Haussire. Alors j'ai pas la sensation de toutes les difficultés, mais en effet il y a de quoi faire hein, sur toutes les montées du côté de la UAE. Johan, toi qu'est-ce que tu retiens, le côté stat de la 4e victoire de Pogacar, l'écart qui était particulièrement marqué, notamment sur l'attaque de Pogacar dans la Redoute. Je sais pas si on retiendra le côté stat, parce que ça va être le monument au milieu des autres. Mais il y a comme des images qui se retiennent là-dedans. Geoffrey disait qu'on se souviendrait pas de l'échappée, mais en fait, il y a beaucoup de fans d'Evenepoel, donc on va se souvenir de l'échappée. Les Belges, oui, voilà, ils vont se rattacher à ça, et le Oui, fait voilà. que Non, mais c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi, surtout pour lui. sur le printemps d'Evenepoel, il y a plus à se souvenir que ça. Oui, il y a le Tour des Flandres. Justement, l'image de Evenepoel qui est tout seul paumé dans la Redoute, impuissant, je trouve que c'est une image assez marquante. Ah Qui oui. a même, qui a même du mal à suivre les outsiders, et pendant que les deux autres devant, ils caracolent comme des fous furieux. Les grimaces de Sexas, quelques petits coups d'œil en Pogacar Sexas, c'est quand même des images qui ont, je pense, être retenues et ressortir assez facilement dans les bouquins, dans les rétrospectives. C'est vrai qu'à un moment, il y a Pogacar qui se retourne vers Sexas dans la Rochefoucauld, ça fait un peu le regard d'Armstrong qui continue sur les adversaires. Oui, avec en plus Pogacar qui toujours se faciès un peu tranquille, et Sexas on le voyait bien s'offrir quand même pour le coup. Notamment juste avant qu'il pète, on voyait que tout d'un coup il s'est bien baissé, il y avait les épaules toutes baissées, baissé la tête. C'était pas le même faciès. Après aussi, quelque chose qu'on peut retenir sur cette tendance affreuse là de vouloir relayer Pogacar, quoi qu'il en coûte, parce que code d'honneur. Toi, c'est quelque chose avec lequel t'es pas d'accord. Bah, je suis quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Est-ce quelque chose historiquement dans le cyclisme, les gens se mettaient des coups dans la gueule, c'est très bien. Euh, on peut en débattre sur un côté à long terme, à très long terme. Est-ce que ça vaut le coup de pas être un peu pote avec Pogacar pour qu'il te laisse un peu, pour que ça soit moins conflictuel et que ça te laisse des occasions, machin. Mais le problème, c'est que comme Texas va être un niveau où son adversaire direct c'est Pogacar, Pogacar va pas lui laisser de la marge de toute façon. Et à partir de ce moment-là, bah t'assumes, bah tant pis, je reste dans les routes, t'as fait me faire lâcher, et puis on verra après à Rochefoucauld si je suis encore là, quoi. Mais Mais après, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des adversaires de Pogacar, hormis du côté de la Visma, qui n'ont pas relayé le Slovène quand ils se sont retrouvés avec lui? C'est que ça vient de le faire, Van Der Poel l'avait fait. je le fais chaque fois. Non, mais c'est bien. C'est un peu dommage de voir que il y a quand même toutes les cyclistes dominants du cyclisme actuel qui veulent résumer le cyclisme à un concours de force. Si c'est ça, autant qu'on les fout sur des home trainers et puis ils font leur course comme ça. C'est pareil. En fait, c'est pas intéressant. Ce qui fait le sel du vélo, c'est justement ce mélange de tout et qu'il y a un côté tactique soit très présent, et les courses d'équipe et le peloton là, tout ce qui faisait de l'intérêt de la course, c'était l'échappée. Ça se réduit pas à un concours de force. Il y a même eu des, je trouve ça terrible. Il y a eu je trouve beaucoup de fans jeunes du cyclisme que tu voyais sur les réseaux qui disaient c'est parti sur une chute, c'est pas bien.
Surtout pas que c'est, grave, enfin, c'est ça qui est l'intérêt du c'est vélo aussi. puis surtout que c'est une chute complètement random, quoi. Oui, entre guillemets, c'est juste deux coureurs. C'était Yonis Aguirre et Andrea Vendrame, je crois. Bah, c'est ça, quoi. Ce serait et une cassure où t'as 30 mecs qui se retrouvent à terre, 4 qui partent à l'hôpital, et dedans, t'as deux favoris. C'est pas la même situation, quoi. Là où, ouais, enfin, c'est quoi, une roue arrière qui se touche, peut-être, et oui, je sais plus si c'était du côté de la UAE ou de Red Bull que ça disait que suite à la chute, il y a un écart qui s'est fait presque par hasard. Tout le monde a regardé UAE et le groupe de 50 est parti comme ça. Donc pas vraiment sur volonté vraiment de forcer, etc. C'est concours de circonstances. Il peut s'en passer des choses un peu partout comme ça. Euh, Toi, Geoffrey, par rapport à ce que critiquer un peu Johan du fait d'avoir vu Paul Sexas relayer Tadej Pogacar après la Côte de la Redoute, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou tu dis que bon, ça aurait peut-être pas forcément changé grand-chose? cette année, je le regrette pas spécialement, parce que je me dis qu'il savait qu'il allait pas gagner, qu'il était là pour prendre de l'expérience, et à partir du moment où il a suivi dans la redoute, il passe des relais, il continue de voir jusqu'où ça va aller, mais que ça allait péter à un moment ou un autre. Maintenant qu'il a déjà fait deuxième, enfin il a fait deuxième de Liège, c'est assez énorme, hein. Même s'il commence à les enquiller, les résultats, il a que 19 ans. Donc Oui, il y en a pas maintenant, eu beaucoup des si, coureurs sur le podium de Liège-Bastogne-Liège et même des monuments en général aussi jeunes que lui. ouais, donc maintenant, si l'année prochaine, dans les mêmes circonstances, ça, Pogacar qui est devant, qui fait la différence dans la redoute, c'est que ça se suit, il y a 30 secondes, 40 secondes avec les mecs derrière, il a pas relayé. Il a déjà fini deuxième comme ça, maintenant il laisse Pogacar se démerder, et là Sauf il est si, là pour... sauf si Sexas se retrouve plus fort ou au même niveau que Pogacar. Là, J'ai envie de dire même, Même, enfin, tu peux jouer ce fait, c'est là l'intérêt. Tu peux ouais, être tacticien et fin et te dire, non, mais en fait, je suis pas très bien et machin, et prends-toi les gros relais, et puis tu m'as déjà lâché l'an dernier, mais, hein. Et quand t'arrives dans un boss, tu l'en fous une et merci, au revoir. et C'est ça, ça aussi qui est intéressant, hein. c'est ça, si t'es le plus fort, t'es pas obligé de le montrer. ouais, le côté un peu rentré dans la tête de l'adversaire. Bah c'est ça. Surtout qu'on sait que d'un point de vue gestion stratégie de course, UAE en général, Pogacar en particulier, bah c'est pas là que c'est les plus forts. Oui, Mm. c'est les plus forts pour bourriner. Après, Bah pour c'est ça quoi, leur être fin stratégie générale c'est tactiquement. on roule fort, on met tout le monde KO et comme derrière on a le meilleur coureur du monde, il va finir le boulot. Et comme c'est le meilleur coureur du monde de jambes au-dessus, en général, ça marche. Euh, Là, il faudra voir. Et justement, par rapport à ce qu'on a vu et ce qui peut se passer un peu à l'avenir, est-ce que ce qu'on a eu là dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, c'est peut-être le point de départ d'un nouveau duel, une nouvelle rivalité Pogacar-Sexas, comme on a eu, et on a toujours, hein, les Pogacar-Vingegaard sur les grands tours, Pogacar-Van Der Poel sur les Flandriennes. Est-ce que là, Pogacar-Sexas, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se marquer, de s'inscrire, et que ce Liège est le point zéro de quelque chose qui peut être très long? Ah, le duel, il a duré 20 bornes, même pas, donc Donc je m'enflamme. on n'est pas... Bah, c'est ça en fait, le duel Pogacar-Van Der Poel existe parce que ils se sont battus les uns les autres sur certaines courses. Le duel avec Vingegaard, il existe parce que il y a eu deux tours où Vingegaard a battu Pogacar. Vingegaard aurait fini tout le temps deuxième derrière Pogacar, il n'y aurait pas de duel. Et historiquement, Maintenant, il y a beaucoup de duels dans l'histoire du vélo qui sont un peu non, mais parce qu'il y a eu des duels contestables. épiques et on cherche à relancer ça à chaque fois, mais Oui. Non, mais je veux dire, il y a Armstrong-Ulrich, c'était pas un vrai duel, hein, et voilà. par exemple. Mais même du Anctil Poulidor, c'est quand même, enfin, à part un championnat du monde et un Tour de France, c'est quand même assez déséquilibré aussi. Oui, Il n'y a pas forcément besoin d'avoir 50 occasions, il suffit d'avoir deux, trois images marquantes, une ou deux courses où c'est un peu plus engagé. Et, comme Van Der Poel, Van Aert en cyclocross, hein, c'est pas 50-50, hein. Oui, mais le duel est surtout entretenu par les médias belges qui aiment bien essayer de mettre Van Aert au même niveau que Van Der Poel. Bah, là, les médias français, ils vont pousser un petit peu, beaucoup pour, c'est le côté duel, hein. Oui, bon, en même temps, un média français, on est habitué à ce que dès qu'il y a un Français qui fasse deux, trois trucs un peu pas mal,
ce soit un potentiel vainqueur du Tour et tout ça. Donc Bon, là, on là, a de il y quoi. a des chances que ce soit vrai. Voilà. On peut se dire peut-être enfin on va voir un Français gagner le Tour de France et là, Là, c'est quand même beaucoup débordé du côté médias sport. Ça s'est quand même beaucoup répandu dans la sphère média généraliste, je trouve, Sexas. Et très très vite, alors pour des trucs genre du Tour au Pays Basque où tout le monde s'en fout de manière générale dans le grand public. Là, tout d'un coup, c'est hyper important et c'est le futur Merckx, machin. oui, il y a un truc. Il y a un truc. Ça, on peut pas le nier. Au moins déjà, ne serait-ce que médiatiquement, toute une attente, pas mal de choses qui se passent. Et je pense aussi que Pogacar serait très content de virer Vingegaard de son duel pour avoir Sexas à la place parce qu'il peut pas plus virer Vingegaard. Mais Tu penses qu'il préférait avoir Sexas en adversaire que Vingegaard? il Je préfère pense avoir un mec qui roule avec lui et qui dans le même état d'esprit et que machin. un autre qui va rouler comme un débile comme ça dès qu'il y a de la pente à 3 chiffres. Ils vont s'amuser les deux. Après, sur un mondial, Paul Sexas qui a Thomas Vauclair dans la voiture, ça va pas être la même limonade. Donc, il faudra voir. Je sais pas si Pogacar appréciera autant d'avoir comme principal rival un type qui a Thomas Vauclair comme DS. Mais bon. Donc là, il va le prendre de côté, il va faire attends, viens voir petit, je vais t'expliquer le vélo. Alors, déjà, tu te remets une présentation des équipes en Bermuda. Avant le mondial Haute-Savoie, tu fais genre que tu vas gravir le Mont Blanc. Comme ça, tu viens en touriste. Tu vas chez tes potes à Lyon, tu fais des photos, genre tu reviens de soirée, t'es déchiré, machin. Ouais. Qui sait ce qui peut nous inventer encore Thomas Vauclair. Bon, en tout cas, c'est deux courses dans l'année, mon Dieu, mondial et Europe, avec l'équipe de France, mais c'est aussi des événements importants que Paul Sexas a envie de viser. Ça, on l'a pas mal remarqué. Mickaël, pour revenir à ce Liège-Bastogne-Liège de dimanche, et pour te poser la même question qu'à Geoffrey Yoann, est-ce que ce qu'on a vu dimanche, c'est le départ d'une rivalité Pogacar-Sexas, ou est-ce que c'est encore un peu tôt pour lancer vraiment quelque chose comme ça? C'est encore un peu tôt, mais bon, il monte les marches 4 par 4 depuis un an, donc on peut presque déjà dire que c'est le point de départ de quelque chose. Après, comme on dit à chaque fois, seul le temps nous le dira. Pour en revenir sur le côté médiatique, c'est vrai qu'il y a bon, en tout cas, bon, le seul quotidien de sport français, j'ai vu un nombre de unes sur Sexas, je n'en voyais pas spécialement avant autant avec Bardet et Pinot, et même les émissions dites de sport, enfin, l'équipe du sport par la nommée, d'habitude, même un match random de Ligue 1, ça passe au premier plan, et les autres sports, bon, s'il y en a, c'est déjà un miracle. Hier, donc on sait par quoi, ils ont fait plus d'une demi-heure sur Sexas et Pogacar. Donc on est parti sur Sexas, donc ça veut dire quelque chose. Et j'ai déjà vu aussi dans le journaux en parler un peu plus. Non, il y a une attente claire pour Sexas, et oui, je vois qu'on essaye déjà de faire un duel entre les deux. Bon, si Sexas continue de monter les marches 4 par 4, comme je disais, bon, on l'aura peut-être sur la durée. C'est-à-dire que pour toi, pour l'instant, le duel, entre guillemets, est plus médiatique que sportif? Bah, oui, pour le moment, c'est ça, parce que bon, ils ont fait quoi, 3-4 grandes courses en commun, donc c'est encore faible. Une rivalité, c'est au cours du temps. Oui, bien sûr. Il y a qu'à voir, bon, bah, même si c'est pas que sur le vélo, ils ont Van Der Poel, Van Aert, sur toutes les disciplines. Bon, là, ça peut-être, j'ai doute qu'on a autant d'opposition, mais voilà, mais il faut un certain nombre de rendez-vous sur les mêmes courses et que les deux soient en forme en même temps à peu près. Peut-être que ça continuera, que ça se lancera vraiment sur le Tour cette année, on sait pas. Sur ça, je pense qu'il y a des chances que les prochaines années, les deux soient en forme en avril et au mois de juillet. Ouais, il y a pas trop d'inquiétude sur les courses qu'ils auront envie de faire, en tout cas. C'est peut-être à la limite sur un Paris-Roubaix, on verra pas Sexas, en tout cas pas de suite, mais sinon oui, c'est un petit peu le même style, en tout cas viser à la fois les classiques, tout du moins ardennaises pour Sexas, et les courses par étapes.
Et déjà, est-ce qu'il y aura déjà un premier grand tour pour Paul Sexas cette année? On verra bien. Il y a la décision qui est attendue très bientôt. On va pas refaire le débat qui a été fait moult fois. J'avais noté aussi quelque chose que Paul Sexas avait que Tadej Pogačar, avait pu dire à propos de Paul Sexas après cette course de dimanche. Il avait dit: je ne pense pas avoir déjà vu un coureur aussi fort que lui. Bon, j'imagine sous-entendu aussi jeune. Ça marque, ça aussi, pour Pogačar. Est-ce que ça peut pas peut-être commencer à se dire: oula, lui, il est en train de progresser tellement vite, très 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 bientôt, il va être à mon niveau et ça va devenir plus compliqué de gagner des courses? Bah oui, il a 27 ans, il est fini, Pogacar. Non, mais ça peut jouer. Est-ce que ça peut l'inquiéter, ou au contraire peut-être lui faire du bien d'avoir de la rivalité, d'avoir en tout cas un avenir plus ou moins proche, quelqu'un qui puisse venir vraiment l'embêter et avoir une bataille? Bah, vu comment il semble être sur un vélo, comment il est sur les classiques, comment il va sur certaines classiques, notamment les Flandriennes, et comment il est court, et comment il avait l'air de s'emmerder comme pas possible dans le dernier Tour de France qu'il a écrasé, je pense que ça va un peu l'amuser d'avoir quelqu'un avec lui comme ça. Et quelqu'un qui a du répondant. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur Vingegaard. Il n'y a pas le même truc en face, en tout cas pour Vingegaard, sur un Tour de France, quoi. Après, Vingegaard, c'est vraiment le coureur de grand tour froid qui gère ses efforts, qui est bon sur 3 semaines et qui gagne en étant costaud et régulier sans qu'il y ait vraiment un besoin de faire un gros coup d'éclat. Donc en ça fait aussi. Ça dépend des années. Hein. Oui, non, mais si c'est pas nécessaire de le faire, je veux dire, Oui, il le fait pas. Pogacar pourrait ne pas attaquer de la manière qu'il fait. Je veux dire, là, ce qu'il fait dans la Redoute sur Liège-Bastogne-Liège, il fait dans la Roche-au-Faucon, il gagne tout pareil. Sur l'Estrade Bianche, il n'est pas obligé de bouger à 80 bornes de l'arrivée, ça ne l'empêche pas de le faire. Je veux dire, Froome écrasait les Tours de France, il écrasait certains Tours de France sans gagner d'étape. Oui. On imagine plus un Vingegaard gagner le Tour de France de cette manière-là ou gagner un grand tour de cette manière-là que Pogacar. Si on dit Pogacar, il a gagné un grand tour, il n'a pas gagné d'étape, ça paraît presque bizarre comme truc à annoncer tellement il cherche à gagner souvent. Oui, c'est que à la limite, il avait 0 coéquipier, c'était que des échappés qui ont gagné les étapes, mais bon, là on est en cyclisme science-fiction, quoi. Donc bon, on commence à voir apporter quelque chose. Je sais pas si Mickaël, t'as quelque chose à apporter par rapport à ce que Sexas peut représenter pour Pogacar, lui qu'on a souvent opposé à Vingegaard sur les grands tours, à Mathieu Van Der Poel sur les Flandriennes. Bah pour l'instant, oui, Pogacar et Vingegaard, oui, ça fait un duel. C'est vrai que l'avantage des deux entre guillemets, c'est que c'est pas ces deux qui ont des styles complètement différents. C'est vrai que le Pogacar ça fait un peu flamboyant, Vingegaard effectivement, ça paraît plus économe, etc. Donc c'est que ça a l'air d'être plus sur le flamboyant. Donc je pense que Pogacar préfère ça, tout simplement. Et après, pour finir sur Paul Sexas, j'avais vu qu'il avait, j'avais noté parmi ce qu'il a pu dire un petit peu après la course, par rapport à l'attaque de Pogacar, il avait dit: aujourd'hui j'étais parfaitement dans sa roue dans la Redoute et c'est ce qui me permet de m'accrocher en haut, j'étais vraiment à bloc complet et avoir été dans sa roue c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a ce côté d'une certaine manière que Paul Sexas aussi il est encore en train d'apprendre entre guillemets cette façon de courir? Bon, Pogacar on sait comment il court, mais la façon de pouvoir assimiler les efforts et assimiler les attaques, les accélérations, et de voir tout simplement aussi comment son corps réagit, comment il progresse. Oui, après, là, il se pose pas beaucoup de questions sur. De toute façon, il y allait à fond dans la Redoute pour pouvoir suivre. Donc après, il se pose pas vraiment de questions sur comment mon corps va, comment mon corps va pas. Le fait qu'il puisse prendre des relais derrière, c'est quand même que ça va pas mal sur la distance. Hein. Après, forcément, sur la fin, il craque, mais mentalement, c'est compliqué de se donner à fond quand tu sais que derrière, ça va pas te reprendre et que devant, tu vas pas le reprendre. Toi, tu attendais à ce que Sexas puisse suivre de cette manière une telle accélération de Pogacar dans la Redoute? Je pensais que c'était possible. Ça m'a surpris qu'il le fasse avec la moyenne de course.
Sur une montée aussi rapide, avec la moyenne qu'il y a eu, les efforts et tout ça, qu'il arrive à suivre, ça m'a surpris. Il y aurait eu la même montée avec un peloton plus fourni, une moyenne plus basse, ça m'aurait un peu moins surpris. Oui, parce Là, dans le que contexte, c'est vrai que la moyenne de course, on en a pas trop parlé, mais là aussi ça a été explosé. Hein. Avec le départ ultra rapide, on était à 44,42 km/h. Le record précédent, voilà, donc, c'était 41,98 l'année dernière seulement. Ça, Pogacar, il court Liège-Bastogne-Liège plus vite que ce qu'on courait Paris-Roubaix avec les 50 bandes de pavés il y a quelques années. Ouais. mais c'est pour ça le côté en fait où la course était très 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 dure et que forcément on tape dans le côté endurance, tout ça, et que c'est aucun contre-coup de cette course aussi dure. Ça m'a surpris. Après qu'il soit capable de faire une montée énorme, de toute façon, enfin, à partir du moment où il a gagné à Flèche, ces montées du Pays Basque, oui, de toute façon, il était capable de faire des montées sèches très très rapides. Et que dans le contexte, 19 piges, il ait cette endurance-là, cette résistance-là. Ça, je m'attendais pas forcément autant. Geoffrey et Mickaël, est-ce que vous aussi vous avez été surpris de voir Paul Sexas tenir la route Pogacar dans la Redoute avec ce contexte, comme disait Johan? Le contexte rajoute, oui, mais de manière générale, maintenant, quand juste quelqu'un dans la route Pogacar, c'est presque surprenant. C'est vrai. C'est pas beaucoup arrivé. Même si on peut dire que Sexas, à force, est-ce qu'il y a quelque chose qui va devenir surprenant tellement on peut s'attendre à tout? Bah, comme Michael le disait tout à l'heure, il monte les marches 4x4 et on va presque se retrouver à voir un Français qui gagne le Tour de France et on est blasé de le voir gagner parce qu'il a écrasé la course et on préfère des duels épiques qui tiennent jusqu'au bout. C'est vrai que ce jour où il gagne le Tour de France, elle fait ah oui, bah il a gagné hein, comme prévu. Bah, c'était un peu ça la manière dont il a gagné le Tour du Pays Basque. Il a gagné, il a écrasé la course, ouais, bon voilà. Après encore, s'il gagne le Tour, bon, là on fait cyclisme fiction, on se projette, mais s'il gagne le Tour en étant à battre Pogacar à 1v1 comme ça, il y aura peut-être un peu plus un peu plus quelque chose quoi, à noter, à ressortir de tout ça. Mais bon, ça, il faudra encore réussir à y arriver. Et ça sera peut-être pas dès cet été, j'imagine. Même si bon, je pense que je vais arrêter de dire que quelque chose va être attendu de la part de Paul Sexas. Progresse tellement, les marches 4x4 comme vous disiez. Je m'attends à rien. On va évoquer aussi quand même un petit peu ce qui s'est passé derrière Pogacar et Sexas, à moins que vous aviez à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur nos deux loustiques qui ont fait une course de zinzin en tête de la course. Le troisième homme, on va dire entre guillemets, en tout cas médiatiquement au départ de ce Liège-Bastogne-Liège, c'était Remco Evenepoel. Remco Evenepoel qui prend au final la troisième place, de cette doyenne, mais qui s'est retrouvé dans l'échappée matinale. Alors lui dit qu'il s'est pas vraiment, qu'il a pas vraiment fait exprès de se retrouver dans ce groupe de 50, juste il était bien placé et puis ça a cassé derrière lui. Qu'est-ce que vous avez pensé de voir Evenepoel comme ça dans un groupe de 50 et en plus de rester devant comme ça, Mickaël, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit ah, il y a un truc, on est en train de voir vraiment une tactique différente et que ça peut être le bon coup intéressant pour lui? Oui, parce qu'on avait trois favoris et on a un qui est devant dans un groupe de 50, on se dit bon, même si finalement ça n'a pas duré, l'écart qui monte progressivement, on se dit mais s'il se retrouve dans ce groupe de 50 et que ce groupe de 50 va très très loin, ben là il a une occasion exceptionnelle de gagner. Après, il s'est retrouvé par hasard. Bon, après, il était bien content à un moment donné, d'avoir un Nico Denz qui a essayé tant bien que mal à un moment donné de maintenir l'écart. Bon, il était tout seul avec Remco, donc ça n'a pas suffi. Mais au moins c'est bien. Au moins on dit des fois que les coureurs, à une époque, bon maintenant c'est un peu moins le cas ces dernières années, on dit que les coureurs attendent trop. Là au moins il n'a pas attendu très longtemps. On n'est pas sur une aire de cyclisme où ça attend beaucoup, là, en effet. Ouais. Oui. Après, si il dit c'est par hasard, mais bon, être bien placé dès les premiers kilomètres, ça peut être utile.
Et si jamais si jamais il y croyait pas trop ou il était pas content d'être là, il pouvait tout simplement se relever et laisser les d'autres rouler. Donc bon, j'y crois moyen quand même. Donc il en a bien profité, quoi. Tu veux dire, il s'est dit, bon, il y a peut-être quelque chose à en tirer, on va voir jusqu'où ça mène. Parce qu'il y a peut-être aussi le fait que lui a déjà remporté 2 Liège-Bastogne-Liège, il peut peut-être un peu plus se permettre des, des- des- de tenter un truc qui était d'autant plus pas forcément prévu de base. Oui, parce que si on part du principe que Pogačar est largement favori et que son équipe va contrôler toute la journée, bah là, ça va obliger son équipe à s'employer beaucoup plus tôt et peut-être il peut se passer des choses qu'on n'avait pas prévues au départ. Bon, la fin n'a pas permis de changer le scénario, mais bon, au moins on peut dire que c'était essayé. Au moins il a tenté, en effet. Euh, Geoffrey, est-ce que tu penses que le coup d'Evenpool de se retrouver là dans ce groupe de 50 et de continuer l'aventure, est-ce que tu penses que ça aurait pu être payant? Bah, s'il n'y avait pas une équipe UAE aussi forte, notamment Wellens aurait pu jouer, ou s'il avait plus de monde devant, parce que dès qu'il a perdu Nico Dens, derrière c'était fini pour ce qui restait de l'échappée. Je crois vraiment que c'était pas prévu, parce que sinon il aurait eu plus de monde avec lui. Oui, Parce que après ça manquait de monde pour rouler, parce que mine de rien c'est aussi lui qui tue un peu. Enfin, ça donne un ressenti énorme de le voir dans l'échappée, mais s'il est pas dans l'échappée et que derrière et que devant il y a plein de gaziers qui roulent à fond, je pense pas qu'ils mettent que UAE, mais Tim Wellens se mette minable aussitôt dans la course s'il n'y a pas Evenepoel devant. Surtout quand on entend les interviews d'après-course de Benoît Cosnefroy qui disait bah, pendant que Wellens roulait, il était avec Sivakov derrière et ils se demandaient les deux s'ils avaient des bonnes jambes ou pas parce que ils sentaient que ça piquait alors que c'était très très loin dans la course. Maintenant oui, il se retrouve à être devant, il est dans un groupe de 50. Je pense vraiment ils ont dû se dire bon bah on est devant, on voit ce qui se passe et le problème c'est que ça derrière ça a peut-être mis un peu trop de temps à réagir parce que ouais l'écart qui monte à 4 minutes ça surprend quand même. Mais à partir du moment où l'écart commençait à chuter, quand l'écart est retombé à 2 minutes et que la tendance s'inversait pas, ça cessait comprendre que bah, c'était pas le bon coup pour Evenepoel. Je pense qu'au sein de la Red Bull, ils l'ont compris aussi, parce que c'est le moment où ça s'est mis à rouler un peu moins. Derrière, pour Evenepoel, ce qui a pas aidé, c'est qu'il s'est encore un peu énervé par moments, surtout dans le final. Mais oui, on va pas rouler avec lui à ce moment-là de la course, quoi. C'est on l'a vu pas mal gesticuler. Hein, oui, notamment dans le final quand ça roulait plus avec lui. Mais bah oui, t'es Remco Evenepoel, quoi. T'as le palmarès et niveau que au-dessus, et c'est logique qu'on roule pas avec toi. Oui, c'était pour aller chercher, pour aller rattraper Mathias Kielmose. Voilà, bon, j'ai envie de dire entre guillemets, c'est Remco Evenepoel, c'est pas sur Léo Bizio qu'il faut aller râler. Comme j'ai Bah vu c'est faire ça, par quoi. moment. Non, mais surtout, bah, c'est paradoxal parce que ça roulait pas avec Evenepoel, alors qu'il y en a systématiquement qui relaient un peu plus Pogacar, alors que bon, ça devrait être un peu la même situation Oui, dans les deux cas, quoi. Il y a quelqu'un qui a un pedigree qui est reconnu comme étant largement au-dessus. Il est en mesure de gagner des courses. Enfin, c'est ça aussi. Si tu gagnes plein de courses et que tu les gagnes avec la manière en écrasant la concurrence, bah, derrière, on te laisse un peu plus faire le boulot. et là ça s'est vu en tout cas autour d'Evenepoel dans ce groupe de contre qui s'était formé. Donc après la redoute et qu'on a pas mal pu voir à la télé. Ça, pour le coup, on peut le noter. Et, ça bougeait dans tous les sens, donc il y avait une bonne petite lutte intéressante avec qui va réussir à aller chercher la 3ème place. Est-ce qu'Ilmose a pas mal pris les devants, puis ça s'est regroupé. Bon, ça finit par Evenepoel qui prend la 3ème place après un sprint de brut. Mais Et il y a un peu il y a eu aussi un moment le côté un peu, enfin il y avait Sexas devant, donc ça on l'a moins remarqué, mais qu'on avait sur certains Lièges où il y a un Français qu'on n'attend pas spécialement qui se retrouve à être subitement dans la course avec les meilleurs pour potentiellement le podium. Là, on a eu ça avec Quentin Paché. oui, On n'aurait pas spécialement misé sur lui pour se retrouver là à ce moment-là, mais ouais, c'est vrai que Quentin Paché, on l'a vu pas mal. Bon, il a fini par craquer dans le final. Et, ouais, mais entre guillemets, le français qu'on n'attendait pas dans le groupe qui s'est joué le podium, c'est Léo Bizio, parce qu'après, sinon, c'était Romain Grégoire, Clément Champoussin et Alex Baudin.
Mais c'est ça, et dans un monde sans Paul Sexas, Léo Bizion, on dit oh la perf énorme qu'il fait, il fait ça sur Liège à 21 ans, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Et on s'en fout complètement parce que une minute devant, il y a un gamin qui est 3 ans plus jeune que lui qui fait deuxième. Donc ouais, on est quand même pas mal concentré forcément sur Paul Sexas et ce qu'il peut réussir à montrer. Pour revenir sur Remco Evenepoel, il y a une question qui peut se poser aussi, Johan, je vais te la poser à toi. Est-ce que d'avoir vu Remco Evenepoel comme ça à l'avant sur toute la première moitié de course, ça a pu faire qu'il a perdu un peu des forces, de l'énergie qui lui ont manqué éventuellement dans la côte de la Redoute, où on voit que il était pas super bien placé, mais c'est le premier à faire vraiment un écart parmi les 10 premiers dans la Redoute. Est-ce que ça lui a été préjudiciable à Remco Evenepoel? En soi, ça peut lui être préjudiciable, mais être devant, ça veut dire aussi ne pas s'infliger tout le rythme des UAE sur certaines bosses dans le peloton. C'est un groupe de 50, donc au niveau de l'abri, normalement, t'es quand même assez protégé. Le rythme a été plus régulier que dans le peloton. Monaco, après, il a pris quelques relais un peu dans la transition avant Vannes, je crois. Donc ça a pu lui rester un petit peu dans les pattes, mais c'est dur de se dire que quelques efforts qu'il a pu faire dans le groupe, ça a pu lui coûter de se prendre un éclat pareil dans la Redoute. Donc peut-être qu'il serait été le plus fort du peloton. Or, Pogacar, Sexas dans la Redoute, mais je vois pas en quoi les efforts qu'il a pu faire à l'avant ont pu créer un écart pareil par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il aurait été au niveau de Skelmose, par exemple. Oui, par exemple, peut-être qu'il est capable d'accrocher Skelmose quand Skelmose part et qu'après ils peuvent partir à deux et ils jouent le podium à deux derrière les deux autres, mais je vois pas un monde dans lequel il est capable de suivre des gens qui foutent 30 secondes à son record. Donc entre guillemets, le seul regret, c'est de pas avoir été suffisamment fort pour tenir, pas la façon d'avoir couru sur cette course. Bah, je pense que le regret qu'il peut avoir, c'est qu'il n'y ait pas eu plus d'équipiers Red Bull dans l'échappée. Et peut-être qu'il aurait dû jouer une espèce de va-tout tout de suite et que dès que ça commençait à réduire l'écart, bah vas-y, on part en mode gazier tout seul et puis on voit jusqu'à où ça tient. Ça aurait pas tenu parce que le train UAE était très 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 fort. Mais en tout cas, ça aurait peut-être pu essayer de jouer sur un côté un peu différent en fait que de vouloir, bah, au pire, on se fait reprendre et puis on rejoue ça à la pédale. Peut-être qu'il fallait jouer une espèce de va-tout, je suis dans l'échappée, j'ai de l'avance. À un moment où il y a 3 minutes, bah on fait une accélération dans une bosse, on fait péter, on garde quelques costauds avec nous et puis on roule tant qu'on peut. Oui, là forcément, avec seulement Nico Dens, c'était un peu plus compliqué de réussir à faire ça. Bon, ça on en revient au côté où c'était pas prévu de se retrouver dans ce groupe de 50 aussitôt, ce groupe qui s'est formé dès les tout premiers kilomètres de ce Liège-Bastogne-Liège. Il manquait les frères Van Dyke, et tu peux, il t'aurait eu les frères Van Dyke dans le GP. Ouais, c'est bien possible. Ou au moins un des deux, on n'aura jamais su lequel, mais au moins un des deux. Bon voilà pour là aussi Evenepoel. Est-ce que vous avez quelque chose, un petit mot à rajouter sur les autres coureurs qu'on a vu dans ce groupe? On avait un groupe d'une vingtaine de coureurs qui étaient venus se jouer la 3e place sur ce Liège-Bastogne-Liège. Je sais pas, j'avais noté par exemple un Romain Grégoire qui est 2e meilleur français, qui est, il me semble, le seul coureur à faire top 10 sur les 3 Ardennaises, puisqu'il a fait 4e de l'Amstel, 9e de la Flèche et 7e de Liège-Bastogne-Liège. Un Émile Verstringue pour Geoffrey qu'il avait cité, qui réussit à faire top 5 sur l'Amstel, sur la Flèche et sur Liège. Non, sur l'Amstel et sur Liège, pardon. Sur l'Amstel et sur Liège. Voilà, parmi tous ces coureurs qui étaient là dans ce groupe, est-ce qu'il y en a en particulier que vous avez envie de citer pour terminer? Quel Moseux qui est pas très bien payé sur Liège parce que C'est vrai. il semblait quand même être le meilleur des autres entre guillemets, mais à chaque fois il pouvait pas creuser un écart suffisant et vu qu'il y avait un groupe suffisamment étoffé derrière, il a été rattrapé dans les dernières difficultés. Donc c'est un peu dommage pour lui ça clairement il avait le podium dans les jambes, mais malheureusement pour lui s'user tout seul devant un groupe c'est compliqué. Oui, on peut dire peut-être Surtout quand il y a que Evenepoel qui roule derrière.
En plus. Parce qu'il voulait être sûr que Skelmose finisse pas troisième tout seul. Je sais pas s'il y a un truc entre les deux. Et il était pas mal remuant, Evenpool, mais oui, mais peut-être qu'on peut dire que Skelmose était peut-être le troisième plus fort de la course physiquement, mais avec pas suffisamment de marge sur tous les autres derrière lui pour tenir jusqu'au bout. Soit il a mis une accélération dans la redoute, il remet une accélération dans le Faucon, mais en soi, c'est pas très ciblé, donc forcément, ça aide pas à se détacher. Si tu refais toujours les mêmes efforts un petit peu, que tu prends 10 secondes, bah 10 secondes, ça se reprend après. Donc, soit peut-être aller un peu moins fort, peut-être partir avec d'autres coureurs costauds, et comme il n'y a pas eu enfin, comme il a juste monté les boss à bloc, après, bah, pas forcément grand-chose derrière. Et on a eu donc au final ce que vous aviez un petit peu dit la semaine dernière lors du podcast avant Liège, ce scénario où on a eu un groupe qui s'est regroupé finalement pour venir se jouer une place sur le podium, et là en l'occurrence c'était la 3e place, avec donc Remco Evenepoel 3e devant Emil Verstringe et Egan Bernal. On va aussi citer Egan Bernal, qui était le seul autre coureur avec Evenepoel présent dans ce groupe du podium, qui était présent dans l'échappée des 50. Ça aussi on peut le noter pour le Colombien qui sortait du Tour des Alpes. Quelque chose à rajouter? Philippe Ozana, assez impressionnant dans les bosses. C'est vrai qu'on l'a pas mal vu. L'ancien champion d'Italie de la Soudal, qui finit 10e. C'est bizarre de voir des coureurs de Soudal à l'avant sur une classique, mais bon. Enfin, autre que Remco Evenepoel en tout cas. Mais oui, voilà, Philippe Ozana qui fait partie de ces coureurs qui s'était pas mal montré. Il y en avait pas mal qui avaient tenté. Forcément, il y avait du monde dans ce groupe, donc on a vu pas mal de coureurs différents se montrer dans le final. Et sinon, ça n'a rien à voir avec lui, mais ça s'écrit pareil. Il y a une avenue Bizio dans un village de l'Avesnois. Bon ben voilà, à quand C'est un carrefour avec la rue du Pavé. à quand à quand l'avenue Sexas? C'est ça, il y a déjà une avenue Bizio, il n'y a pas encore d'avenue Sexas. Eh ben on verra ça. Jean-Michel Aulas aurait gagné à Mérillon, il y aurait une avis que c'est ça la semaine prochaine. Hein. Bon, en termes de récupération politique, il y en aura peut-être bientôt une à Nice, mais bon, je vais pas trop me prononcer. Bref. On a pas mal parlé de Liège-Bastogne-Liège chez les hommes, on va également évoquer bien sûr ce qu'il s'est passé chez les femmes, avec donc la victoire de Demi Vollering qui s'est imposée en solitaire également. Elle, la néerlandaise, a réussi à partir en solitaire dans la côte de la Redoute, et le podium est complété par Puck Pieterse et Katarzyna Niewiadoma, qui étaient dans un groupe avec également Anna van der Breggen pour se jouer le sprint pour les 2 places restantes sur le podium à l'arrivée à Liège. Comme ça, petite question rapide, pareil, comme pour les hommes. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course globalement? Un peu le bas du panier après les courses féminines, dans le sens où on retrouve ce qu'on avait un peu perdu sur ces dernières années, le coup de l'attaque un peu lointaine, la coureuse qui gagne en solitaire, sans qu'il y ait forcément trop d'opposition. Donc ça n'a pas été la course la plus passionnante qu'on ait déjà vue. Il y a suffisamment, je pense, pour tout le monde de voir certaines coureuses pour trouver son compte avec celles qu'on va apprécier plus ou moins plus un peu à tous les échelons de la course. Mais en tout cas, le côté suspense a pas été très 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 marqué. Là oui, pour une fois, on a eu plus de suspense sur une course où il y avait Pogacar, c'est dire. Il n'y en a pas eu plus, mais il y en a eu plus longtemps. Oui, plus longtemps au moins, c'est vrai. Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Demi Vollering qui était au-dessus, qui a fait un écart moindre par rapport au reste du peloton quand elle a réussi à partir que ce qu'a fait Pogacar, mais il y avait personne dans la roue, donc l'aspect ressenti était pas le même. C'était pas comme à la... Bon, avec la flèche, on peut difficilement comparer parce que c'est une course de côte, mais on voyait d'autres revenir un petit peu derrière. Là, il n'y a eu aucun moment où vraiment l'écart, on l'a vu se réduire avec le groupe qui avait derrière. Elle était la plus forte, elle a gagné, elle est partie au bon moment. Il n'y a pas eu beaucoup d'animation avant, même s'il y a eu un petit peu de mouvement avec quelques outsiders. On va dire, Vollering a gagné un peu comme un Liège-Bastogne-Liège, tel que Pogacar l'a gagné ces dernières années.
Il y a un peu d'animation avant, mais sans plus et sans qu'on y croit vraiment. Et il y a Favori qui attaque et qui part et qui gagne seul. Et voilà, sans qu'il y ait vraiment plus à en dire. Oui, ça a été Euh, assez linéaire, c'est ça, ouais. on va dire. Et ça continue de confirmer l'énorme saison de classique de la FDJ Suez. Oui, parce que c'est vrai que Vollering, mais il n'y a pas que Vollering. On avait pu le voir notamment sur cette course, hein, où pour le coup les FDJ Suez, on peut dire qu'elles avaient fait attention à pas se faire piéger dans des coups tactiques un petit peu avant la redoute. Edith Chabet, Juliette Berthet, elles étaient dans les coups à suivre, etc. Peut-être pour pas refaire l'erreur de l'Amstel. C'est ça, ça se comparait un peu parfois avec SD Works dans l'idée équipe numéro un avec plusieurs coureuses qui peuvent gagner sur des terrains un peu différents, mais sauf que ça a bien couru justement pour pas se faire avoir sur un coup tactique foireux. Et enfin derrière, ouais, c'était solide. Et Ah, ça, Vollering semble en grande forme parce que ça avait été un peu décevant l'année dernière sur les classiques avant de montrer de meilleures choses sur les courses par étapes, au point où on était presque à se demander si c'était pas devenu plus vraiment une course de course par étapes, comme un enchaînement de journées ou plus de montagnes pour gagner. Là elle sort une grosse saison de classiques, avec plein de victoires sur plusieurs terrains différents. oui, parce que Demi Vollering, avance au Liège-Bastogne-Liège, elle avait pas mal gagné. La Flèche Wallonne, le Tour des Flandres, l'Oblommet Musblad, et la semaine cycliste valenciane. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Plus podium sur l'Amstel et sur À travers la Flandre. Justement, sur À travers la Flandre, elle avait été battue seulement par Marlène Reusser, qui a peut-être un peu manqué sur ces Ardennaises et notamment sur ce Liège, la Suissesse qui est forfait suite à une chute. Ça pose la question de si elle avait été là, est-ce que elle aurait été capable d'être dans le groupe Ivadoma Peters et de mettre des gros relais et de faire coller sur Vollering. Donc oui, ça pose un peu la question de est-ce qu'il manquait pas elle, est-ce que si Eneza Lamborghini aussi est capable d'être au niveau aussi, de faire un groupe plus conséquent ou pas. Enfin, après, je pense pas qu'il y ait de personnes qui auraient pu suivre Vollering dans la bosse de toute façon, mais ça, c'est plus sur un côté, le groupe soit plus fourni derrière pour pouvoir revenir. Mais bon, ça après forcément, on n'aura pas la solution, la réponse évidemment, il faudra voir parce que peut-être l'année prochaine il y aura une revanche pour Reusser, pour Longo Borghini aussi, tu te disais qui était également absente, et puis pour toutes les adversaires qui étaient présentes ce dimanche, les adversaires de Demi Vollering. Michael, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté avec la façon dont on a vu courir Demi Vollering, qu'elle est allée chercher cette victoire, etc., que là vraiment, ce printemps, elle s'affirme peut-être à nouveau comme la patronne du cyclisme, la coureuse numéro un? Oui, et encore plus depuis le début de saison, parce que, mis à part l'Estrade Bianchi, c'est podium, c'est très très solide. C'est que c'est que des podiums et même pas mal de victoires. Donc non, elle a montré que c'était la patronne et en plus elle a une équipe très très solide encore parce que la FDJ encore un énorme boulot de ses équipières, Chabet et Berthet notamment sur la fin. D'ailleurs, bah, les deux font également dans le top 10, donc c'est dire le niveau de Ah, l'équipe. tout à fait. Et dans la redoute, on a vu, hein, elle était très largement au-dessus des autres et derrière, elle pouvait se mettre à plusieurs pour essayer, mais non, elle a écrasé la course. Il y a là-dessus pas grand-chose à dire. Comme les mêmes actrices, elle les avait déjà battues sur la Flèche Wallonne parce que le top 5 de la Flèche Wallonne, c'est le top 5 de Liège-Bastogne-Liège. Bon, pas dans le même ordre, mais c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, avec Peterse, avec Katarzyna Niewiadoma, avec Anna van der Weghen et Paola Blasi, qui sont venus dans un ordre différent, mais à nouveau les 5 mêmes coureuses dans le top 5. Et ces mêmes coureuses qui étaient dans le top 10, donc chez les femmes, c'est que c'est un peu plus, on va dire, concentré par rapport au seul Grégoire chez les hommes, parce que du coup, ces 5-là étaient également dans le top 10 à l'Amstel. Donc, Ouais, tout à fait, puisque
Demi Vollering était troisième sur l'Amstel, Katarzyna Niewiadoma deuxième sur l'Amstel et quatrième de la Flèche, Paola Blasi qui a gagné l'Amstel et troisième de la Flèche et cinquième sur Liège donc. On rajoute donc Puck Pieterse et Anna van der Breggen qui étaient en fond de top 10 sur l'Amstel et qui était également dans le top 5 et même Puck Pieterse qui était pas passé loin de la victoire sur la Flèche wallonne. Bon, Demi Vollering avait quand même réussi à l'emporter au final en haut du mur de 8. Est-ce que vous avez autre chose à retenir de cette course, mis à part le fait que Demi Vollering était largement au-dessus du lot? Vous voyez 2000 Vollering est au-dessus. Après, si on regarde un peu plus loin, Paola Blasi qui continue de confirmer un peu son résultat. Et puis le résultat un peu surprise et amusant de la voir finir devant sa sœur d'Axel Dubeau-Prévost. C'est vrai. Sur qui j'aurais pas misé sur un top 10. Mais elle s'est bien révélée là. C'est sûr que. Et puis elle a été très précieuse pour Magdeleine Vallière qui, on va la citer aussi, fait une belle campagne d'Ardennaise, la championne du monde, qui vient prendre la 8ème place, après une 6ème place sur la Flèche wallonne. Autant Pauline Ferrand-Prévot a peut-être un petit peu déçu de l'avoir craqué bien plus tôt que prévu et au final finir assez loin à plus de 5 minutes de Demi Vollering et donc à plus de 3 minutes 30 du podium. Autant voilà. Les 5 minutes, je pense, c'est assez anecdotique parce qu'à partir du moment où on n'est plus pour la gagne, Oui. je pense pas qu'elle s'est battue pour défendre Non, bien sûr, mais du coup, une quelconque place d'honneur. Voilà. Elle finit 22ème en tout cas. Mais voilà, elle a pas réussi à accrocher les groupes qui sont allés se jouer les places d'honneur. Donc bon, après forcément, l'écart chronométrique, une fois que tu finisses 20ème à 2 ou à 5 minutes. Surtout quand t'as son palmarès. Oui, ça c'est sûr, c'est pas ce qui va changer le plus. Bon voilà, après, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur ce Liège-Bastogne-Liège, messieurs. Bon, j'ai l'impression, voilà, comme vous le disiez, ça n'a pas été une course sur laquelle il y a énormément à dire, étant donné à quel point ça a été linéaire, surtout par la façon dont a gagné Demi Vollering. Il y a quand même la place dans le deuxième petit groupe, là, un peu moins de 3 minutes de Sarah Van Damme, par rapport au pronostic. Le prono était pas au pif non plus, hein. Enfin, Ah bah non, évidemment quand même. c'est comme Yann Aguirre, je trouve qu'il a fait une super course chez les hommes aussi, hein. Moi, je suis très content de mes deux pronos. J'avais fait un classement où j'avais pas Sarah Van Damme, je me disais où elle sort. Non, en effet, Sarah Van Damme, 13ème. Ouais, derrière. Première de son équipe, non? Il me semble. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque Femke De Vries avait fini avec Pauline Ferrand-Prévot. Donc voilà, mais je pensais que Geoffrey, t'allais vouloir citer la seule coureuse du top 10 qu'on n'avait pas citée. Isabelle Holmgren? Non. Oui, voilà, pour le côté cyclocross. Quand même. Que elle non plus, on l'attendait peut-être pas là, mais elle a fait aussi 2 top 10 sur la Flèche et sur Liège. Donc belle campagne d'Ardennaise pour la jeune Canadienne, qui est elle aussi multidiscipline. Mais ça, on a l'habitude, il n'y a pas qu'elle. Et bien écoutez, avec tout ça, on va arriver tranquillement à la fin de ce podcast. On a pu débriefer en détail ce qui s'est passé sur Liège-Bastogne-Liège, chez les hommes avec donc la victoire de Tadej Pogačar devant Paul Sexas, et chez les femmes avec Demi Vollering, qui d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Demi Vollering devient la record woman de victoire sur Liège. Bon, on n'est pas sur une course qui a une longue histoire, donc ça joue un petit peu. C'est pas la doyenne côté féminin. Non, c'est pas la doyenne, mais voilà, Demi Vollering, 3ème succès sur Liège-Bastogne-Liège, une course qui a été beaucoup gagnée par des Néerlandaises, puisqu'on avait eu aussi 2 victoires d'Annemiek van Vleuten et d'Anna van der Breggen. Bah écoutez, merci beaucoup Geoffrey, Johan et Mickaël de m'avoir accompagné pour ce podcast de débriefing des Ardennaises. On ferme comme ça ainsi tout ce chapitre classique. Voilà, il s'est passé pas mal de choses, des classiques plus ou moins passionnantes. Tiens, comme ça, une question qui me vient, mais quelle est la classique que vous retiendrez le plus de cette campagne, de ce printemps? Stradier banquet femme et à travers la Flandre masculine. Geoffrey? Ouais, c'est d'accord. Mickaël? Pareil. Ah oh, belle unanimité.
J'aime ça. Bon, je vois que... Je sais pas, je m'attendais peut-être à un petit Paris-Roubaix pour Wout van Aert, mais non, le renversement d'à travers le Flandre passe au-dessus. Bon, l'Estrade Bianche chez les entre femmes. Philippe Pogana et Wout van Aert, il n'y a pas photo. Hein. En tout cas, sur l'Estrade Bianche, là, c'est sûr que chez les femmes, je n'ai rien à redire. C'est la course du siècle. On peut le dire limite. Bref. Bon voilà, en tout cas, on va refermer tranquillement les classiques, puisque maintenant on va passer aux courses par étapes. Puisqu'on se retrouve. Il reste Eschborn-Francfort. Oui, tout à fait. Et puis encore, il y a toutes les courses d'un jour en Bretagne, Couronnais, etc. Ouais. La classique Dunkerque en France. Pour les 4 jours de Dunkerque, il y a encore de quoi faire. Mais on va Du coup, rentrer. le Romandie, on va faire des pronos pour le Romandie ou Pogacar ou c'est pas très Pogacar? intéressant. De toute façon, bon. Je dirais Pogacar, mais je suis pas sûr. Alors si même Johan dit Pogacar, là, on est mal barré. En plus, la gueule du parcours, quoi. Enfin, on m'a pas fait semblant que ça allait y avoir du suspense, quoi. Bah, écoute, déjà, il y a plus d'étapes sur un Tour de Romandie que sur le Tour de Suisse. Et il y a moins de coureurs, par contre. Oui, et il y a un peu plus de difficultés financières, puisque là, je crois qu'il n'y a pas de sponsor pour le maillot de leader, ce qui est assez rare. Bon, on espérera que la course réussira à retrouver des sponsors et à continuer pour 2027, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux organisateurs de la course, évidemment. Tout ça, je vais réussir à quand même finir cette conclusion. On est parti dans tous les sens, mais vous aviez encore beaucoup de choses à dire. J'ai l'impression que ça vous démangeait. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Johan, Mickaël et Geoffrey. Pour Chasse Patate, je vais y arriver. On va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain podcast, donc pour présenter le Tour d'Italie qui s'élancera le vendredi, puisqu'on partira, enfin les coureurs plutôt partiront de Bulgarie. Donc le vendredi 8 mai. Et donc en attendant, bien le prochain Chasse Patate, eh bien vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse Patate.